Notre intervention s'inscrit également dans la formation continue des professionnels du nautisme que vient de présenter Patrick, en sachant que on va vous proposer un outil, vous présenter un outil qui s'appelle le dispositif d'aide à la formation questions FSN. Et c'est un outil qu'on a mis en place dans le cadre d'un partenariat entre le réseau France Stations Nautiques et ses 38 stations, et puis l'École nationale de voile et des sports nautiques. En sachant que pour bien comprendre cet outil, il convient d'avoir un certain nombre d'éléments de contexte. Et donc c'est pourquoi notre intervention à deux voix aujourd'hui va se composer en trois parties. Une première partie assez courte sur la présentation du réseau, une partie un petit peu plus longue au cours de laquelle Alain présentera la manière de former dans un réseau de professionnels, en sachant qu'on prendra l'illustration du réseau France Stations Nautiques, mais qu'un certain nombre de fonctionnements sont bien sûr extrapolables à tout type de réseau, des réseaux locaux également. Et puis la troisième partie sera un peu plus technique sur comment ça fonctionne et où on en est aujourd'hui. Donc à toi Alain pour démarrer. Donc, bonjour à tous, Alain Auton. Donc, je dirige le réseau France Stations Nautiques. Je vais commencer par vous faire une petite présentation de qui nous sommes d'abord. Donc France Stations Nautiques, c'est un réseau de 35 territoires répartis sur l'ensemble du territoire national, y compris les dom-toms et 2 plans d'eau intérieurs, soit environ 200 communes. Je parle ici de territoires nautiques variés, associant acteurs privés et acteurs publics. Derrière le mot territoire nautique, il faut lire que c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait 200 communes, parce que ce sont à la fois des villes, des villages pratiquement, mais aussi des intercommunalités, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération, etc., etc. Associant privé et public, puisque l'essence même d'une station nautique, la constitution même d'une station nautique, ce sont autour de la collectivité locale, le regroupement des acteurs nautiques, l'ensemble des acteurs nautiques du territoire, donc qu'il s'agisse des acteurs de statut associatif comme des acteurs de statut de droit commercial, et associant également l'organisation touristique locale, au premier rang desquels on positionne bien entendu l'Office du tourisme du territoire. France Stations Nautiques, en quelques chiffres, c'est un chiffre d'affaires consolidé sur les activités nautiques de l'ordre de 150 millions d'euros. Alors c'est des chiffres conséquents, mais je vous donnerai un petit peu tout à l'heure après la déclinaison de ce que ça donne au niveau d'un territoire. C'est environ 800 à 1000 acteurs nautiques, dont 70% sont c'est une des caractéristiques de notre réseau, en France tout du moins, 70% sont de statut associatif. C'est environ 3500 contrats de travail et près de 2000 équivalents temps plein. Le concept, c'est faire émerger localement une dynamique autour des activités nautiques, sous une impulsion bien entendu du territoire, à travers dynamique portée sur 4 piliers. La force d'un réseau, c'est un des atouts de notre organisation, c'est mettre les gens en réseau, trouver des synergies à la fois au local, mais également entre les différents sites qui composent notre structure. Un engagement dans la qualité, une garantie portée par le label et un impact économique important. Pour l'illustrer, voilà. Alors la diapositive ne se voit peut-être pas très bien, mais je vais aller très très rapidement. On distingue 4 familles d'acteurs dans nos stations, que sont les organisateurs d'activités nautiques, la première colonne. Deuxième colonne, les ports de plaisance. La troisième colonne, les établissements d'excursion nautique. Et la quatrième colonne, les établissements de location de bateaux de plaisance. Ce qu'il faut retenir de cette diapo, ce sont des chiffres qui ne sont pas inscrits sur la diapo, c'est qu'une station en moyenne, c'est environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est environ 60 équivalents temps plein, sans contrat de travail. Ça veut dire aussi, et c'est là où ça prend du sens, que sur ces 60 équivalents temps plein, les 2 tiers, donc plus de 30, sont portés par les acteurs nautiques, par les organisateurs d'activités nautiques, pardon. Et quand on fait une petite comparaison avec
avec les autres secteurs qu'on a identifiés, donc les ports, l'excursion et la location, qu'on rapporte ça au chiffre d'affaires, on s'aperçoit que les ports sont générateurs d'un chiffre d'affaires pratiquement du double des activités nautiques, puisqu'on est là, sur cette diapositive-là, à près de 2 millions d'euros en moyenne. En revanche, contre 1 million sur les organisateurs d'activités nautiques. En revanche, sur la création d'emplois, la proportion est complètement inverse, puisqu'on est sur un emploi autour des ports de plaisance, emploi direct, bien entendu, qui est de l'ordre de 15, et sur les organisateurs d'activités nautiques du double, donc de 31. Ça veut dire qu'on est sur un rapport de 1 à 4, entre guillemets, à chiffre d'affaires équivalent. Hein, donc c'est des données qu'il faut avoir à l'esprit pour montrer que, alors bien entendu, là, on a pris en compte que les activités, que les activités directes autour d'un port de plaisance, c'est aussi des commerces, il y a l'industrie, etc., etc. Mais bon, c'est des chiffres à avoir et qui donnent une grille de lecture un petit peu différente par rapport aux responsables des territoires. Notre engagement vis-à-vis de la formation continue est à l'origine pratiquement, puisque le réseau a toujours utilisé ce dispositif-là pour faire progresser son offre, pour faire progresser, accompagner la professionnalisation des acteurs. On utilise la formation continue à la fois comme un outil de développement, mais aussi un outil de management à la fois des individus comme des structures, comme des territoires. C'est une valeur ajoutée dans le sens où, de tout temps, depuis l'origine, le réseau est né au milieu des années 80, de tout temps, une des distinctions qui a permis au réseau d'attirer un certain nombre d'acteurs ou de nouveaux territoires est justement le dispositif de formation qu'on a réussi et qu'on a toujours su mettre en place, qui volontairement se distinguait de ce qui existait alors dans l'offre nautique traditionnelle, puisque nous, on est plutôt sur une logique de formation transversale. On va y revenir tout à l'heure. Des enjeux sur la formation, sur mieux travailler ensemble, mieux communiquer, mieux gérer, bien entendu, enfin tout ce qui participe au développement, comme je disais tout à l'heure, à la fois des structures, mais aussi des individus. Les contraintes et les problématiques. La première contrainte, c'est que nous sommes une organisation nationale, pas très grosse. Donc ça veut dire que nos actions de formation doivent prendre obligatoirement cette dimension en compte. On est appelé, dans la mesure où on est, ce qui caractérise une station nautique, c'est aussi sa multi-activité nautique. Dans ces limites-là, ça veut dire qu'on est appelé à avoir des réflexions sur les axes de formation ou d'identification de besoins qui sont très très larges. Là, plus une analyse un petit peu du secteur, enfin de la grande famille des organisateurs d'activités nautiques, c'est qu'on est une profession qui est relativement jeune, puisque les premiers emplois ont été créés au milieu des années 70, c'est-à-dire que c'est maintenant simplement qu'on connaît les premières arrivées à la retraite, entre guillemets. Ça veut dire qu'il n'y a pas de culture qui s'est développée, qui s'est installée. L'emploi s'est créé souvent sur un bénévolat qui s'est transformé petit à petit en professionnalisation. Donc cette culture de l'emploi qu'on trouve traditionnellement dans d'autres secteurs des services, on ne l'a pas. Autre caractéristique, tout à l'heure je vous ai parlé des chiffres d'affaires. Je vous ai dit qu'il y avait à peu près entre 800 et 1000 acteurs nautiques. Il vous suffira de reprendre une petite calculatrice et de regarder un petit peu le chiffre d'affaires par rapport au nombre d'acteurs que ça concerne. Ça veut dire que les acteurs nautiques sont des acteurs qui sont des microstructures atomisées sur le territoire. Donc c'est aussi une réalité. Ça veut dire qu'on a très peu de structures dans lesquelles on va rencontrer 10 emplois. Par contre, un emploi et demi. Donc ça veut dire des contraintes au niveau de l'acteur même, des contraintes d'organisation qui sont celles d'une microstructure. Dernier point, on est un nouveau champ de contraintes. On a affaire à une population professionnelle vieillissante. Quand je dis vieillissante, il ne faut pas la lire obligatoirement de façon négative, c'est en pleine maturité, on va dire plutôt. Ça veut dire que quand on se posait les problématiques liées à la formation il y a encore 10 ou 15 ans en arrière, on avait des personnes qui étaient souvent célibataires ou jeunes mariés. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont femmes, enfants, etc., donc qui sont installées dans la vie.
donc des approches et des perceptions qui sont complètement différentes, des façons de fonctionner aussi qui sont complètement différentes. Le dernier point qu'on a dû prendre en compte au fur et à mesure de l'évolution, et notamment qui s'est concrétisé un petit peu sur ces dernières 10 années, c'est une cristallisation très forte du temps de travail, autour du temps de travail. C'est un secteur qui a dû en très peu de temps absorber la professionnalisation, l'arrivée de la convention collective, la réforme de la formation professionnelle, l'arrivée des 35 heures, un poids des contraintes économiques de plus en plus fort, tout ça autour des mêmes personnes, tant et si bien qu'aujourd'hui, ce sont des structures, les acteurs qui travaillent dans ces structures ont un temps qui est très rare, dans la mesure où ils ont un temps qui est très rare, et que ce sont des microstructures et qu'ils sont traditionnellement, enfin, pas traditionnellement, qu'ils sont face à des problématiques quotidiennes, le temps qu'ils peuvent dédier à la formation se voit régulièrement de plus en plus difficile à identifier. Comment forme-t-on dans notre réseau? Comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, le réseau, par sa définition même, notre réseau est un espace naturel de la formation, puisque d'abord à notre origine, l'axe formation était très très important, et c'est quelque chose qui utilise beaucoup de notre temps. Au milieu des années 95, on a commencé à avoir une approche un peu plus professionnelle de notre mission formation. Et pour cela, puisqu'on n'avait pas les compétences en interne, on a dû développer une relation beaucoup plus professionnelle avec l'École nationale de voile et des sports nautiques, en identifiant au sein même de l'équipe des personnels de l'École nationale de voile et des sports nautiques une équipe de formateurs conseils avec qui on travaille maintenant depuis ces années-là. Qui forme-t-on? Les premiers, ce sont les acteurs nautiques locaux, puisque c'était là où on identifiait les plus importants besoins en formation. La deuxième population qu'on forme, ce sont les coordonnateurs, donc ce sont nos référents sur chacun des territoires, en charge d'animer, de développer, de promouvoir, d'organiser, de coordonner les activités nautiques de ces territoires, à savoir qu'on a 35 territoires, donc 35 personnes identifiées. Et les autres, puisqu'on est sur des problématiques assez transversales, je vais les expliquer tout de suite après, nos formations, et à l'intérieur de nos formations, on va rencontrer également des directeurs de port ou des agents portuaires, des personnes des services des collectivités locales, qui sont à un moment ou à un autre associés à des décisions ou interrogés sur des pratiques, des responsables d'office du tourisme. Donc cette mixité aussi est une force du réseau, mais ça veut dire qu'on en revient tout à l'heure sur la largeur la largeur des besoins, ce sont aussi ceux de nos populations. À quoi forme-t-on? Alors là, je n'ai fait que lister quelques thèmes. L'idée, c'était d'illustrer simplement le fait que nos axes de formation depuis l'origine, les axes que nous avons choisis sont sur les missions qui sont des missions transversales, des missions transversales aux acteurs nautiques. Il ne s'agissait pas pour nous de former ou de faire du perfectionnement sportif, puisque ça était déjà organisé par les fédérations ou les structures sportives. Donc nous, on s'attache bien entendu simplement aux missions, on s'attaque aux missions collectives des territoires. Donc en termes de communication, commercialisation, marketing, gestion, management, optimisation, etc. Il y en a sans doute d'autres. Comment faisait-on au siècle dernier? Donc siècle dernier, c'est avant 2000, on ne va pas remonter très loin non plus. Chaque année, à l'occasion d'un colloque, on évoquait des propositions arrivées et le colloque validait les actions de formation. Et il y avait déjà un système de préinscription qui se faisait à cette période-là. Ça veut dire qu'on avait un catalogue d'une trentaine d'actions sur lesquelles qu'on mettait en place, et on arrivait à en mettre pratiquement en place les 3/4, et on accueillait environ 150 à 200 personnes par an.
pour animer ces sessions, on faisait appel à un collège de 10 formateurs consultants, en partie à l'École nationale de voile et des sports nautiques, mais aussi des consultants extérieurs. Et pour accompagner, pour mettre de la cohérence dans nos actions de formation, dans les contenus, on travaillait bien entendu à travers une convention d'ingénierie avec l'École nationale de voile et des sports nautiques. Comment fait-on aujourd'hui? Juste avant de faire comment fait-on aujourd'hui, au début des années 2000, 2003, 2004, on a connu un effondrement, c'est-à-dire qu'on est passé d'une année en 2 ans de temps. C'est au moment, je vous dis, où est arrivée la réforme de la formation professionnelle, où est arrivé les 35 heures. Enfin, quelques mois après, tout est arrivé en même temps où s'est mise en place la convention collective des métiers du sport. Donc, toutes ces choses-là se sont passées à peu près en même temps, tant et si bien que sur une même année, on est passé de 80 à 100 pratiquants à moins de 20 sur l'année suivante. Première inquiétude, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qui se passe? On a été à moitié rassuré par le fait que d'autres structures qui proposaient des actions de formation avaient connu les mêmes difficultés à cette époque, mais c'était une explication circonstanciée, mais ce n'était pas satisfaisant de toute manière, puisque les besoins en formation, eux, continuaient bien à exister. Donc on a changé complètement notre méthode et on s'est attaché à identifier beaucoup plus finement les besoins en formation, ce qui voulait dire identifier plus finement les besoins en formation, multiplier les temps où on allait pouvoir collecter ces informations. Donc concrètement, depuis ce milieu des années 2000, à chaque visite, à chaque échange téléphonique, à chaque réunion régionale, interrégionale, à chaque colloque annuel, à chaque moment de la vie de notre réseau, on essaye de recueillir des informations pour voir un petit peu comment évoluent ces besoins. Et là, je vais passer la parole à Robert qui va vous présenter l'aboutissement de cette réflexion et de cette mise en œuvre, qui est le dispositif qu'on a mis en place donc, depuis 2008, Question FSN. Et je laisse la parole à Robert. Donc ce que disait Alain, c'est que tous ces éléments de contexte nous permettent aujourd'hui de comprendre où on en arrive dans notre démarche de formation. Et donc l'outil aujourd'hui que je vous présente, c'est le dispositif d'aide à la formation Question FSN. Et parmi tous les champs de contraintes qu'a présenté Alain, c'est parfait, c'est exactement où je voulais en aller. On a sélectionné des questions qu'on allait traiter en priorité. Et parmi celles-ci, des questions pragmatiques d'organisation. Je manque de temps, je suis en microstructure et quand je pars, je laisse ma structure, je mets la clé sous la porte et comment je me fais remplacer. Donc c'est des contraintes basiques des professionnels pour venir en formation, mais aussi des contraintes de coût de déplacement. Et donc ces problèmes-là, on les a pris en compte comme étant une question importante à traiter. Deuxième question. Ah ouais, ça y est, j'y suis. Donc deuxième question, des questions relatives à l'efficience des formations professionnelles. Lorsque vous venez en formation, vous êtes en groupe, et donc certains contenus, à un moment donné, sont un peu décalés par rapport à vos besoins, et donc des difficultés d'individualisation. Et puis, également, la nécessité, lorsqu'on rentre dans sa structure, après avoir effectué une formation, de prendre du temps pour souvent adapter un outil, parce qu'il est rare qu'un outil abordé en formation soit directement réinvestissable dans un contexte. Et donc ça veut dire du temps à passer et donc souvent du retard à l'allumage sur l'utilisation des outils et quelquefois aussi par là même des freins pour venir en formation en se disant il s'est écoulé du temps et puis finalement il s'est écoulé tellement de temps que j'ai pas utilisé les outils et donc tout ça, ça peut rendre des formations un petit peu moins efficaces. Et donc on a pris en compte ces questions-là. Et puis la troisième, des constats issus de l'observation des professionnels en activité dans leur structure. Alors là, qu'est-ce qui se passe quand un professionnel rencontre un problème dans une structure et qu'il n'arrive pas à régler? Alors il y a toutes les hypothèses positives
Je prends mon téléphone, j'appelle un collègue, je me fais aider, je vais sur Internet, je récupère des données là où elles sont. Je m'inscris à une formation. Ça, c'est pas complètement naturel. Il y a un processus à prendre en compte, mais j'y reviendrai. Ça, ce sont les hypothèses positives. Les hypothèses négatives, eh bien, je contourne l'obstacle, je ne traite pas. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et beaucoup de professionnels aujourd'hui sont devenus des experts pour cacher leurs points faibles. Hein, c'est devenu une compétence. Et donc nous, on travaille justement sur ces points faibles. Donc à nous de les détecter. Et donc ces freins-là, on les a pris en compte comme étant une donnée importante. Ensuite, quelle réponse donner et donc là, aujourd'hui, on a des réponses qui sont les suivantes. On se dit, on va faire des réponses complètement individualisées. Je suis en train de rendre Philippe un peu fou là, avec sa caméra, mais c'est pas grave, hein, parce que c'est l'auditoire d'abord. Ensuite, donc des réponses individuelles et contextualisées. Deuxièmement, permettre majoritairement le traitement des problèmes à distance, quand c'est possible, et chaque fois que c'est possible. Troisièmement, ne pas résoudre les problèmes à la place du professionnel, c'est-à-dire nous sommes un centre de formation, et là derrière, on propose un véritable soutien de formation et non pas de la consultation en ligne. Il y a des cabinets qui sont positionnés là-dessus et ce n'est pas notre métier. Les réponses doivent permettre de résoudre les problèmes, mais permettre aux questionnants de résoudre ensuite seuls des problèmes similaires ou proches. Ça veut dire quand un professionnel nous pose une question, eh bien, dans le traitement de la réponse, on prend en compte le fait qu'il puisse en autonomie résoudre des problèmes de la même catégorie, voire de faire de la formation en interne, dans sa structure. Donc voici donc les réponses principales. Et puis derrière, ah oui, très important, les réponses respectent l'intimité professionnelle. C'est-à-dire, à un moment donné, se dévoiler en disant là-dessus je ne suis pas compétent, et ce n'est pas quelque chose qu'on va crier haut et fort. Donc d'où l'intérêt d'un partenariat avec le réseau France Station Nautique, qui joue très bien le jeu, c'est-à-dire qui nous laisse une autonomie complète, et donc qui permet de respecter l'intimité du professionnel. Alors, la définition du dispositif. Alors, on a le dispositif, il est très simple, hein, une adresse internet, une ligne téléphonique. Hein. Donc là, on a fait au plus simple. Et maintenant, comment ça se traduit? Un dispositif d'observation et de mémorisation et des réponses et des besoins en formation. Donc là, on s'appuie sur toute la base de données de France Station Nautique et le travail que réalise Alain et puis Alain et ses équipes dans les stations pour récupérer des informations là-dessus, sur l'état des besoins. Ensuite, c'est aussi un outil de formation à distance ou pas. C'est-à-dire, à un moment donné, une question nous est proposée et on peut décider de se déplacer. On peut décider d'un certain nombre d'actions qui sont pas forcément à distance. Réactif ou pas. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément répondre rapidement. C'est pas une hotline. Enfin, c'est une hotline froide. Bon, je ne devrais pas la citer, mais Gwen, au service accueil hier, me disait en fait, c'est une cool line. Et voilà, donc en fait, on est lent dans nos réponses. Alors non pas parce qu'on n'est pas bon, j'espère, mais c'est surtout qu'on prend le temps, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réactivité, on est vraiment dans un processus de formation et on va travailler sur ce processus de formation. Donc on peut très bien répondre sur une question à 1 mois, 2 mois, 3 mois, on est allé jusqu'à 4 mois avant de satisfaire la personne qui nous a questionné. Et puis il peut y avoir des réponses instantanées, mais je vais y venir après dans la présentation du comment ça marche. Hein. Et puis on met à disposition des moyens permanents, ça veut dire effectivement un partenariat et une équipe. La composition, j'ai dit tout à l'heure, une adresse mail spécifiquement affectée, un numéro de téléphone, et puis un correspondant qui doit avoir une vision globale des besoins, qui fait fonctionner une base de données, qui oriente les questions en direction des experts, et puis bien sûr un pool d'experts formateurs ou d'experts et formateurs internes à l'École nationale de voile et des sports nautiques ou externes en fonction des besoins. Mais ça peut être des personnes qui sont dans le réseau, qui sont connues pour traiter un type de problème et vers qui on va orienter la personne qui nous sollicite. Et puis une base de données.
informatique où on va tout enregistrer, ce qui permettra à un moment donné de traiter avec des chiffres. Alors comment ça fonctionne? Il suffit de suivre les flèches. Une question, alors ça part d'une station nautique, c'est un professionnel dans une structure. Il nous sollicite, donc là il y a une première prise de contact, on accuse réception d'une question, ça peut être un mail, ça peut être un coup de téléphone. Et derrière, on oriente. Soit on oriente sur une base de données existante, un outil facilement accessible, ou une consultation téléphonique avec un expert connu. En tout cas, on répond très rapidement. Deuxième cas de figure, une réponse plus longue, toujours à distance, où on va avoir un certain nombre de mails, des réunions qui vont suivre, et puis on va prendre le temps. Et puis le troisième cas de figure, on considère qu'il y a nécessité d'une formation. C'est-à-dire on ne peut pas répondre à distance, la question est trop complexe. Et donc là, on se tourne vers le réseau et on va faire une proposition d'ingénierie de formation ou d'un stage ou d'une action spécifique. Et puis, je parlais de la base de données tout à l'heure. À partir du moment où 6 personnes dans le réseau sont intéressées par une même problématique, une même thématique, eh bien, le réseau va s'approprier la démarche et en se posant la question de savoir de quelle manière on pourrait y répondre et soit intégrer soit la thématique dans un colloque annuel, dans une réunion de façade, ou un entretien individuel dans le cadre des visites sur site du directeur du réseau. Voilà, donc ça fonctionne pour le moment, en tout cas on est content de cela. On est où là au niveau de... Ça fait 3 ans maintenant, on a mis en place le dispositif sous forme expérimentale il y a 3 ans. On traite à peu près en volume 30 à 40 questions par an, dont entre 12 et 15 questions très structurées. Et puis certaines questions donnent lieu à des projets. Là aujourd'hui, quand une thématique concerne presque tout le réseau, on propose un projet, et là effectivement il y a une convention, et là c'est un projet qui a sa vie propre, avec son budget, ses objectifs. Donc là on est en train de travailler sur une approche de la sécurité au niveau d'un territoire, et donc ça va concerner une station, mais on a vu dans le dernier colloque, toutes sont intéressées pour avoir les retours. On a 3 grandes catégories de questions. Des questions relatives à de quelle manière se former sur tel ou tel point. On a une deuxième catégorie de questions qui sont des questions très techniques, principalement d'ordre juridique ou des nouvelles technologies. Et puis, un troisième type de questions qui sont des questions relatives au management d'une structure ou d'une station ou au développement. Donc des questions beaucoup plus complexes qui nous obligent à brasser du politique, du technique. Et aujourd'hui, voilà, principalement, on a ces 3 grandes catégories. On a quelques exemples de thématiques traitées. Alors, on respecte la confidentialité, mais on peut donner certaines thématiques, hein, Alain. Il faut savoir que Alain connaît les thématiques, mais ne connaît pas les personnes qui les posent, ni les stations d'où ça émane. Hein. Mais la mise en place d'un nouveau produit incentive en char à voile dans une station, ça peut être aussi différent que les conditions d'encadrement de l'activité stand-up paddle. On est très souvent sollicité sur des activités émergentes, mais on a aussi des questions qui peuvent être très techniques sur est-ce que j'ai le droit de mettre en place une activité kite et comment cette activité kite elle va s'intégrer dans mon espace de pratique au regard des autres activités déjà existantes. Et puis, voilà, ce sera mon dernier point, les hypothèses d'avenir pour la démarche. Aujourd'hui, en tout cas sur le court terme, on va continuer de faire progresser l'outil et de le rendre accessible au plus grand nombre dans le réseau. Nous sommes en train de réfléchir sur de la mutualisation, mais tout en respectant les règles de confidentialité. Et puis, à plus long terme, ça pourrait être un environnement numérique un peu convivial, plus convivial encore, c'est-à-dire et qui permettrait de traiter le type d'information en fonction du statut et des fonctions des personnes qui exercent dans les stations. Et ça, bon, c'est du plus long terme, en tout cas au-delà de 2-3 ans, quoi. Voilà, j'en ai terminé. Merci de votre attention. Nous sommes à votre disposition pour répondre aux
aux questions. Et puis maintenant, là, ici et maintenant, et puis bien sûr, en dehors, si certains souhaitent des approfondissements durant ces 2 journées là qui se poursuivent maintenant. Merci à vous.